La semaine dernière, on a parlé de menaces. Ce soir, on va parler de vulnérabilité. Donc, rappelez-vous, dans le triangle du risque, 3 composantes. Menace, vulnérabilité, dommage. En fait, pour menace, on préfère utiliser aléa, qui peut être composé d'une menace, vulnérabilité et dommage. Pour un élément à risque, donc quelque chose qui a une valeur, qui a une utilité attendue pour nous, dans un temps et un espace défini. Donc, on a parlé de l'aléa et des menaces. Et là, cette semaine, on va parler des vulnérabilités. Une vulnérabilité, on la définit comme un état dans un système d'exploitation, dans un système d'information qui, s'il est exploité, permet de divulguer des données, donc c'est le contraire de la confidentialité. Modifier des données, donc c'est le contraire de l'intégrité. Nuire à la disponibilité des données. Répudier des transactions, donc on parle de non-répudiation, ben là, quelque chose qui permet de répudier une transaction, donc ça contrevient à mes objectifs de sécurité, dans le fond. Tout ce qui va contrevenir ou qui va aller à l'encontre de mes objectifs de sécurité, ça peut être une faille, un bug, appelez ça comme vous voulez, là. Et on parle ici au niveau d'un système d'information. Un système d'information, c'est pas que juste des ordinateurs ou de la technologie, là, hein. Réalisez que dans un système d'information, il y a au minimum 3 composants, c'est-à-dire, oui, de la technologie qui vont inclure donc des ordinateurs et des logiciels, mais il y a aussi des utilisateurs, des individus, des gens, et il y a aussi des processus d'affaires qui sont mis en œuvre, probablement à l'intérieur du logiciel. Donc, il y a au minimum ces 3 composantes-là qui font partie d'un système d'information. Et par définition, un système, c'est un ensemble d'éléments qui doivent fonctionner ensemble dans un but commun. Donc, c'est de ça qu'on parle ici, d'un ensemble d'éléments. Donc, ce qui contrevient à mes objectifs de sécurité, ce qui permet, si c'est exploité par une menace ou dans le contexte d'un aléa, de contrevenir à mes objectifs de sécurité, ça, c'est une vulnérabilité. Mais on va aller un petit peu plus précis que ça, pour un type de vulnérabilité en particulier qui nous intéresse, qui est la vulnérabilité technologique. Donc ça, c'est une vulnérabilité qui est directement liée aux éléments technologiques d'un système d'information. Logiciel, ordinateur, logiciel, système de base de données, réseau de télécommunications, routeur, switch, etc. Donc ça, c'est les vulnérabilités technologiques. Donc c'est une partie des vulnérabilités dans leur ensemble. Mais les vulnérabilités technologiques, on les traite à part parce que ces vulnérabilités-là, on est capable d'utiliser des outils pour aller les identifier. Une vulnérabilité universelle, c'est tout le reste. Donc, une vulnérabilité, c'est une vulnérabilité générale, qui n'est pas nécessairement liée aux aspects technologiques. Donc, dans ma grande famille des vulnérabilités, je le divise en 2 sous-catégories, les technologiques puis les universelles. Mon but, c'est d'identifier l'ensemble de mes vulnérabilités, puis celles que je vais, mettons que je vais faire du pen test, le test de pénétration, ben, il y a des choses que je vais évaluer plus au niveau social engineering, par exemple. Alors que mes technologiques, eux autres, je vais les évaluer avec des outils. De façon automatisée. Parce que ça, c'est quelque chose que les départements d'informatique, par exemple, sont capables de faire eux autres mêmes. Ils n'ont pas besoin d'embaucher une firme d'experts. Donc, le processus d'analyse de vulnérabilité, c'est un processus qui consiste à observer les vulnérabilités technologiques des systèmes d'information. C'est-à-dire, c'est là que mes vulnérabilités technologiques, donc je vais pouvoir utiliser des outils qui vont me permettre donc de voir si elles sont présentes et de quelle façon. J'ai une typologie, donc une genre de catégorisation, si vous voulez, de mes vulnérabilités qui a été développée par un auteur, donc qui a développé un genre de catalogue, si vous voulez, là, de vulnérabilités. Ça pourrait être une façon donc de catégoriser l'ensemble de nos vulnérabilités. Si on veut aller dans un niveau de détail plus élevé que mes 2 que moi je vous ai proposés, donc technologique et universel. Donc là, ici, dans ce modèle-là, on retrouve ici, surtout à gauche, des technologiques, alors qu'à droite, on retrouve plus des universels. C'est pas aussi bien découpé que ça, là, mais ça vous donne une idée. Donc ici, c'est un genre de liste. Un peu comme dans l'évaluation des menaces, où je vous proposais une liste de départ sur laquelle vous pourriez
élaboré dans un contexte spécifique à votre organisation ou à votre client. Ici, je vous propose une liste de départ à partir de laquelle vous pourrez démarrer pour vous construire un système de catégorisation de l'ensemble des vulnérabilités. Parce qu'évidemment, dans un processus d'analyse de vulnérabilité, on va vouloir analyser les technologiques avec des outils, mais on va vouloir aussi évaluer les autres. Par exemple, en donnant un mandat à notre ami pour faire des tests d'intrusion dans notre organisation, qui à ce moment-là vont tester des choses comme l'ingénierie sociale ou d'autres façons de voir si les vulnérabilités de l'ensemble de l'organisation peuvent être exploitées. Donc là, on va parler du NVAS, le Network Vulnerability Assessment Software. Mais le NVAS, c'est le Network Vulnerability Assessment Software. Et ça le dit, c'est donc un logiciel, software, qui sert à évaluer, assessment, des vulnérabilités en réseau. Puisque de toute façon, aujourd'hui, presque tous nos ordinateurs sont des ordinateurs qui sont en réseau. Donc, on veut un peu se mettre du point de vue du hacker ou d'un individu externe à notre bureau ou à notre ordinateur qui voudrait donc accéder à notre ordinateur pour être en mesure de violer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité des données qui s'y trouvent. Ça peut être fait de toutes sortes de façons. Il y a toutes sortes de façons dont on peut évidemment nuire à la confidentialité. Le plus simple qu'on peut penser, c'est le vol d'informations. Nuire à l'intégrité, c'est de modifier les informations. Nuire à la disponibilité, ça pourrait être de les détruire, mais ça pourrait être aussi de créer des dénis de service, denial of service, soit par exemple en attaquant nos serveurs pour qu'ils soient non accessibles à partir de l'extérieur, par exemple pour nos clients, ou à l'interne qui ne soient pas non plus qui soient pas utilisables. Par exemple, un déni de service de mon serveur de courriel qui pourrait avoir une portion visible de l'extérieur pour le courrier entrant, pourrait causer que tout le courriel de l'organisation ne soit pas disponible. Donc, un NVAS devrait avoir au minimum une certaine fonctionnalité et on peut penser aux éléments suivants. Donc, le premier, un peu comme un logiciel antivirus qui doit avoir une base de données de vulnérabilité complète et à jour. C'est-à-dire l'ensemble des vulnérabilités qu'on veut être capable d'évaluer se font souvent dans ces logiciels-là sur la base d'une base de données de signature. On a des genres de scripts ou des genres de tests ou des genres d'éléments, donc des choses qu'on va vouloir essayer. Et donc ça se retrouve dans une base de données. Donc cette base de données-là doit être à jour. Et non seulement elle doit être à jour, mais on doit aussi la tenir à jour. Donc, ce que ça implique, c'est une certaine souscription, abonnement à un service de mise à jour. Donc, nécessairement, il doit y avoir quelqu'un ou un organisme ou un groupe de personnes, c'est pas nécessairement une entreprise privée. On peut penser à des approches de logiciels libres, open source, où il y aurait des groupes de gens intéressés par la sécurité qui créent des bases de données de signature et qui les rendent disponibles à l'ensemble de la communauté. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une compagnie privée. Donc, on peut penser à IBM, par exemple, ou Symantec, ou une autre firme qui va générer, qui va tenir à jour cette banque de données de signature-là. Le logiciel doit produire un minimum de faux diagnostics. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le logiciel va identifier et il peut sortir, disons qu'il identifie 50 vulnérabilités pour un ordinateur, un système, une pièce d'équipement.
Et on doit donc, si on veut être diligent, aller faire de la recherche sur ces 50 vulnérabilités-là. On va voir, est-ce que c'est vraiment ça une vulnérabilité par rapport à notre environnement, hein? Ou est-ce que sinon, ou que qu'il y a vraiment un problème, ou si ça se trouve dans ce qu'on appelle la catégorie des faux diagnostics. Et les faux diagnostics, ben évidemment, on va perdre du temps. C'est-à-dire qu'on va devoir aller tester des choses, évaluer des choses, se questionner sur le potentiel que cette vulnérabilité-là puisse être exploitée. Et s'il c'est pas une vulnérabilité, à ce moment-là, on met nos énergies sur des choses inutiles. Donc, comme on a déjà beaucoup de choses à faire, peut-être que ça serait intéressant si le logiciel avait la capacité de minimiser donc les faux diagnostics. Des multiples analyses, donc le logiciel doit stocker de multiples analyses pour qu'on puisse identifier les tendances. Donc, normalement, je vais faire une première analyse de vulnérabilité, je vais la conserver, je vais évaluer les vulnérabilités, je vais utiliser ces vulnérabilités-là pour mon analyse de risque, je vais mettre en place un certain nombre de mesures. Donc, quand je vais dans mon M, dans ma mobilisation, on a dit qu'on était pour mobiliser donc des ressources humaines et financières. Donc, peut-être que je vais mettre en place des outils, des logiciels, des systèmes pour réduire le risque. Peut-être aussi que je vais faire des modifications. Par exemple, on peut penser à l'élimination de services qui ont été installés par défaut sur un poste de travail ou sur un serveur et qui causent une vulnérabilité. On se rend compte que ça, c'est un service qu'on n'utilisait pas. Peut-être même que la personne qui a installé le serveur savait même pas parce que c'est quelque chose qui s'est installé par défaut et que c'est quelque chose dont on n'a pas de besoin. Donc, peut-être qu'on va décider d'enlever, donc de rendre inactif ou d'éliminer cette partie-là, ce logiciel-là, ce service-là, ou peut-être qu'on va décider aussi de bloquer l'accès à ce port-là, par exemple si c'est un port IP, de bloquer l'accès à ce port-là en utilisant, par exemple, les capacités de mes switches, de mes routers ou d'un firewall, ou même peut-être en créant des VLAN pour faire que si vraiment un service est nécessaire, mais seulement dans un but très particulier, en installant un VLAN ou un VPN ou de l'encryption, que je peux rendre ce service-là visible que pour les personnes qui ont absolument besoin de voir ce service-là. Donc, en faisant plusieurs scans de vulnérabilité, disons un avant et un après, je vais être capable je voudrais être capable de voir quelle a été la différence. Qu'est-ce qui a changé si, par exemple, je décide qu'une partie de ma gestion de risque va être de mettre en place un processus d'analyse de vulnérabilité régulier. Je décide, par exemple, que moi, je vais faire une analyse de vulnérabilité à tous les mois, une fois par mois. Je la programme, j'ai un cron ou différentes facilités donc de faire exécuter des choses de façon préprogrammée. Je sais que moi, ma fin de mois, c'est par exemple le 30 ou le 31 du mois. Donc ça, c'est une période qui est très occupée. Mais vers le deuxième samedi du mois, par exemple, c'est souvent une période creuse. En général, il n'y a pas de gens au bureau la fin de semaine. Donc, je programme mon analyse de vulnérabilité pour casser mon logiciel pour qu'il s'exécute automatiquement dans la nuit à partir par exemple, du samedi soir et pour que ça soit terminé avant le lundi matin. Et donc, je l'exécute de façon automatisée. Puis moi, quand je reviens le lundi, je vais voir l'analyse de risque et je vais surtout demander une analyse différenciée. C'est-à-dire, montre-moi la différence entre le dernier que j'ai fait et celui qui s'est fait dans la fin de semaine. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Je pourrais, par exemple, voir qu'il y a un access point, un point d'accès sans fil, un routeur sans fil, si vous préférez, qui a été installé,
qui n'était pas là avant. Et là, il apparaît dans mon... Parce que lui, il fait un scan d'une plage d'adresse IP. Donc, dans ma plage d'adresse IP, tout d'un coup, il y a une nouvelle adresse IP qui a apparu. Et le logiciel, lui, il fait ce qu'on appelle du fingerprinting, c'est-à-dire qu'il va prendre l'empreinte de chacun des machines et il essaie de déterminer, en comparant une base de données, d'identifier c'est quel type d'appareil qui est là. C'est-tu un Windows, un PC, un Mac, un Linux, c'est-tu un router Cisco, bon, il y a différentes façons qui est en mesure de trouver ce genre d'informations-là. Puis qu'à un moment donné, je vois apparaître un router D-Link sur une adresse IP où il devrait normalement rien avoir, mais parce que je suis en DHCP, parce que les ports de réseau sont activés dans mes salles de conférence. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, qui est venu pour un meeting, qui est venu puis qui est installé en dessous d'une table de conférence avec du velcro, qui a collé un petit D-Link en dessous de la table, qui l'a branché dans le réseau, puis que personne ne s'en est rendu compte, puis qui est dehors dans une vanne Grumman, là, tu sais, les camions de Post Canada, que tu peux acheter, un usager, 3500 que ça coûte, qui est installé dehors dans son camion Grumman en train de hacker notre réseau. Donc, si je fais une analyse différenciée, normalement, je devrais tout de suite voir que ça c'est apparu. S'il y a des gens il y a des choses qui ont changé au niveau de la configuration, par exemple, de mes machines, et je vais voir aussi, donc, les différences. Donc, ça, c'est très, très intéressant d'être capable de voir qu'est-ce qui a changé dans mon processus. C'est sûr, si je le fais une fois par année, l'analyse est peut-être moins intéressante. Mais si je le fais de façon régulière, disons une fois par mois, ou une fois par 3 mois, ou 2 fois par année, déjà, ça peut avoir beaucoup plus de valeur. Donc ça, c'est une fonction qui est très, très intéressante d'avoir dans mon NVAS. Finalement, la dernière que j'ai identifiée ici, c'est des informations claires et concises pour éliminer les vulnérabilités trouvées ou en réduire le risque. Donc, le logiciel va me sortir un rapport. C'est pas juste de me dire, il a trouvé telle chose sur telle part. Là, je vais vous montrer un exemple d'un rapport pour que vous allez peut-être comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on veut dire. Mais qu'en plus, qui me donne des pistes de solutions. Donc, si, par exemple, je pourrais avoir le numéro CVE, c'est-à-dire qu'il y a une base de données qui existe, qui a été créée par un organisme qui s'appelle le MITRE, qui est le Common Vulnerabilities and Exploits, quelque chose comme ça, le CVE. Et donc, ça, c'est un répertoire. Il y en a d'autres aussi, comme BugTrack ou des choses comme ça. Donc, différentes bases de données qui existent. Pardon? Common Vulnerabilities and Exposures. Ouais, je pense que c'est ça. Tu as raison. Et donc, si mon rapport me donne le numéro de CVE qui correspond à ce que j'ai trouvé, ben c'est intéressant parce que là, ça me permet d'aller voir exactement c'est quoi l'histoire de cette vulnérabilité-là. Comment ça a été trouvé, par qui, dans quelles conditions, et dans quelles circonstances est-ce que ça peut être un problème. Donc ça va être un bon outil, par exemple, pour éliminer les faux positifs. Si vraiment c'est une vulnérabilité dans mon environnement, ben, en général aussi, de cette façon-là, je vais être capable de trouver c'est quoi les solutions qui sont proposées pour réduire l'impact de cette vulnérabilité-là, donc pour réduire le risque, ou pour l'éliminer complètement. Et donc aussi d'être en mesure d'aller, par exemple en utilisant Google, de trouver des solutions qui ont été développées par d'autres personnes pour régler cette vulnérabilité-là. Et donc, plus l'information elle est détaillée, plus l'information elle est précise, plus ça va simplifier ma tâche parce que plus tard, dans notre analyse de risque, on va vouloir utiliser cette information-là pour proposer un plan directeur. Ben, ça serait le fun si on arrive avec des actions, si on est capable d'arriver avec des actions précises. Parce que ça permet de développer des projets, des choses tangibles. Des fois, même si c'est des choses simples, notre département informatique vont vous répondre, mais gars, ça c'est quelque chose qu'on est capable de régler en 5 minutes, on va le faire. N'est-ce pas? T'sais, par exemple, désactiver l'FTP sur un serveur qui ne sert pas de serveur FTP. Oui? Voilà, je vous pose la question, c'est-à-dire l'analyse qu'on fait, si on le fait le week-end, donc ils ne donnent pas l'état réel de notre exploitation, parce que la plupart des postes c'est fermé, la plupart des gens n'utilisent pas leur réseau. Donc on va voir juste... Ben moi, les entreprises dans lesquelles moi j'ai évolué, il y a soit deux choses qui peuvent arriver. Donc, une chose, c'est qu'on avise les gens qu'on va faire une analyse et on leur dit de laisser leur machine allumée.
Mais l'autre cas qui est plus fréquent, c'est qu'en fait, les gens n'éteignent jamais leur ordinateur. Parce que souvent, il y a des mises à jour, il y a des choses qui se font. Et donc, les gens éteignent jamais, les serveurs, c'est sûr, on les éteint jamais. Mais les postes de travail non plus, en général, ils sont pas éteints. C'est sûr que si tu as des gens qui travaillent avec des portables puis qui apportent leur portable à la maison, ben là, ça, c'est une autre situation. Là. Ça, je recommande pas de faire une analyse de vulnérabilité dans un environnement de production durant les heures de travail. Parce que ça génère du trafic sur le réseau. Et ça va ralentir ton réseau. Donc, il y a un choix à un moment donné, il y a un choix qui doit être fait. Là. Quitte à laisser, si tu as par exemple une configuration normalisée pour tes postes de travail et tes ordinateurs portatifs et qui sont, entre guillemets, gelés, c'est-à-dire deep frozen, ben à ce moment-là, c'est facile d'en laisser une coupe en place pour qu'ils soient évalués. Ça va? OK. Donc, le processus, un petit peu comment qu'on fait ça, donc comment qu'on fait l'analyse de vulnérabilité. Alors moi, c'est la façon que moi, je propose de le faire. Donc, d'abord, d'installer le logiciel de test, quel que soit le logiciel qu'on va choisir, de l'installer sur l'ordinateur qu'on va utiliser pour faire les tests. Ensuite, de le configurer, c'est-à-dire par exemple, charger les plugins ou la base de données de signature ou la mettre à jour. Ensuite, de l'utiliser dans un environnement de laboratoire. Donc, de l'utiliser dans un environnement test, pas en production. Donc, normalement, vous devriez avoir accès en sécurité, vous devriez avoir accès à une place, un laboratoire ou une place pour faire des tests de système avant de les mettre en production. Donc, dans cet environnement-là, de tester pour s'assurer d'un certain nombre de choses. De s'assurer que l'exécution des plugins, parce que vous pouvez choisir ce qu'on appelle des tests destructifs ou non destructifs. Donc, il y a certains des tests qui sont faits qui peuvent aller modifier des serveurs si on essaie, par exemple, des logins ou de faire certaines modifications ou des denial of service. Et donc, si on prend, par exemple, un logiciel comme Nessus, 40 000 et plus signatures, donc 40 000 et plus tests qui pourraient être faits, ben, est-ce que si on veut toutes les faire, peut-être qu'il y a certains tests qui pourraient créer des dommages à certains serveurs, à des serveurs de base de données, par exemple, à des serveurs de production. Donc, on doit évaluer ça dans notre environnement de test pour s'assurer que quand on va le lancer dans l'environnement de production, qu'on ne fera pas planter le réseau. Parce qu'à ce moment-là, si vous faites ça, vous allez le faire une fois, puis ça va être fini, on va vous dire de plus jamais en refaire. OK? Donc, une fois que vous avez fait vos tests, vous avez paramétré votre affaire, vous avez pu donc déterminer la configuration, exactement les plugins, les signatures que vous voulez qu'ils soient actives et que vous allez l'avoir testé le mieux possible dans votre environnement de test. Là, vous allez aller l'installer sur le réseau de production et finalement, vous allez exécuter l'analyse. Une fois que l'analyse va avoir été exécutée, ben là, vous allez donc générer un rapport et vous allez donc analyser ce rapport. Donc, je m'excuse si je me répète, mais je me permets d'insister sur le fait que je vous recommande plus que fortement de le tester avant. On arrive donc à l'exercice. Et pour l'exercice, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer comment installer, configurer et utiliser Nessus. Et ensuite, je vais utiliser donc un rapport, je l'ai exécuté chez moi. Et donc, je vais vous montrer le rapport que ça l'a généré, puis on va discuter un petit peu du rapport et de comment est-ce qu'on pourrait comprendre ce rapport-là et l'utiliser finalement.